T'inquiète pas. Donc, c'est un live sur les troubles hormonaux féminins, sur les hormones féminines, sur l'impact que les hormones féminines ont sur les douleurs, sur les cycles, évidemment, puisque c'est un petit peu à ce moment-là qu'on les ressent, mais sur l'humeur aussi, et puis sur l'esthétisme, parce que on parle beaucoup des douleurs, on parle de l'inconfort, on parle des sautes d'humeur, mais ça peut aussi avoir un impact sur la peau, tout simplement. Donc, je sais, ça fait running gag, Caroline. Non, je vais interroger les gens. Est-ce que vous avez entendu? Caroline a monté une marque qui s'appelle Millet, qui est spécialisée dans l'accompagnement des femmes lors des troubles hormonaux. Et elle a monté ça avec une de ses amies. Avant ça, tu as travaillé. 15 ans dans le développement de produits cosmétiques et compléments alimentaires. Et effectivement, on voulait trouver un peu une troisième voie, c'est-à-dire vraiment une cosmétique plus que naturelle, parce que naturel, c'est bien, mais ça ne veut pas forcément dire déjà qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. On sait que c'est un des grands sujets aujourd'hui. Il y a beaucoup de lobbies qui nous empêchent un petit peu de passer ces lois qui doivent montrer en fait des perturbateurs endocriniens, notamment sur les produits d'hygiène intime. Donc il y avait cette volonté-là d'avoir vraiment, on va dire, des produits sans perturbateurs endocriniens ni phyto en l'état des connaissances. Et le deuxième sujet, c'était tout ce vide de marché sur les tabous féminins. Donc on en parlait, il y a des sujets d'inconfort physique, des ballonnements, de l'inconfort intime, des douleurs de congestion, des mal au sein, voilà, mal à la zone intime, des choses qui arrivent très fréquemment chez les femmes. L'équilibre émotionnel, je pense qu'on va en reparler ce soir parce que pour le coup, c'est un vrai tabou. On a tendance à le prendre de manière un peu ironique. Les variations d'humeur chez la femme, t'as tes règles, mais en fait, ça peut revêtir des réalités beaucoup plus, comment dire, dramatiques ou prosaïques selon la manière dont on le prend. Et puis, tout ce qui est répercussions sur l'état de la peau et des cheveux. Et ça, c'est des sujets très sous-diagnostiqués parce que quand on s'intéresse à l'équilibre systémique hormonal, on va s'intéresser aux causes racines, alors que bien souvent, on a tendance à traiter un petit peu tard en disant, bon, attends, on perd nos cheveux, est-ce qu'on a une dermatite séborrhéique, l'état de la peau change, mais quand on comprend pas bien les mécanismes et sur quoi on peut agir, ça, c'est vraiment notre credo, c'est pas la même chose, quoi. On n'agit pas sur de l'anti-âge, des rides, on va agir sur, attends, comment je peux être mieux dans ma peau, plus confortable, comment je peux comprendre les mécanismes qui agissent sur ma peau, sur mes cheveux, et donc préserver au mieux cet équilibre-là. Oui, une femme n'est pas moins belle avec l'endométriose. Non, absolument pas. Alors, on va aborder plusieurs sujets. On va aborder la douleur. On va aborder le TDPM Ouais. qui commence à faire parler de lui, en fait. Mm. On parle plus fréquemment du SPM. Ouais. Ouais. On va parler du SPM, on va parler du TDPM, du SOPK. On va évoquer l'endométriose, mais les amis, on a fait un live il n'y a pas très longtemps avec Delphine Chauvin sur l'endométriose. Donc, je vous propose de regarder à un autre moment ce live qui est vraiment que sur l'endométriose. Et puis, on va parler de la périménopause et de l'impact effectivement sur la peau, sur les cheveux, parce que quand on est une femme et qu'on commence à perdre ses cheveux, ça pique un peu, c'est un peu difficile à gérer, on en a un peu honte, on se cache, on n'ose pas toujours en parler d'ailleurs. Mm. On va parler de toutes ces choses-là. Alors, c'est quoi tout ça? Oui, ça fait un peu des noms barbares. Alors, le SPM, c'est le syndrome prémenstruel que peuvent rencontrer certaines femmes. Donc, je vais te laisser en parler, Caroline. Ouais, le SPM, tous ces mots barbares sont des réalités qui concernent quand même beaucoup de femmes. Moi, je me suis étonnée en plongeant un peu dans l'enquête, dans la bibliographie, de voir qu'il y avait si peu d'études sur le syndrome prémenstruel, alors qu'on estime que ça touche plus de 80% des femmes. Donc, le syndrome prémenstruel, comme son nom l'indique, c'est tous les inconforts qu'on peut avoir. Généralement, pour la plupart des femmes, ça se situe avant les règles. On a tendance à dire que c'est pendant les règles mal. Et ben, généralement, ce syndrome prémenstruel, là où il y a le plus de souffrance, alors ça peut être de l'irritabilité, des variations d'humeur, de l'hypersomnie ou de l'insomnie. On peut être très fatigué ou très irritable, grosso modo. On peut avoir des douleurs au sein, on peut avoir de l'inconfort intime. En fait, c'est le moment où il y a la plus forte variation après l'ovulation, c'est-à-dire pour la phase lutéale ou quand notamment les oestrogènes commencent à baisser.
Et ça peut prendre différentes formes, mais c'est souvent des inconforts qui sont ressentis 10 jours avant les règles et qui vont avoir tendance à se calmer dans les premiers jours des règles. Contrairement à la fameuse mention «Ah, t'es pas bien, t'as gna gna», bah, souvent c'est juste avant qu'on n'est pas bien, en fait. Et dans ce syndrome prémenstruel, il y a aussi des types de syndrome prémenstruel qui sont plus marqués sur le côté psychiatrique, en fait. Et là, ça prend différents aspects. Ça peut être vraiment, comment dire, une perception de soi très dégradée, mais de manière forte, hein, comme on peut avoir dans un postpartum aussi, hein, qui peut être un TDPM très, comment dire, exacerbé. Une certaine labilité émotionnelle, ça veut dire qu'en fait, on va avoir tendance à être beaucoup plus émotive, pouvoir excessivement pleurer de joie ou de tristesse, voilà, devant des médias, des choses comme ça. En tout cas, ne pas se reconnaître. Je pense que c'est ne pas se reconnaître comme les 3 autres semaines du mois ou les 2 autres semaines et demie du mois. C'est avoir vraiment un côté cyclique où on sent qu'on n'est pas vraiment bien dans son corps ou bien dans sa tête à ces moments-là. Je pense que ce qui résume le mieux le syndrome prémenstruel et le trouble dysphorique prémenstruel, qu'il ne faudrait pas confondre avec d'autres voilà, problèmes psychiatriques ou d'autres problématiques, c'est quand vraiment on a le sentiment que une semaine ou 10 jours par mois, généralement, il y a un truc qui déconne et qu'on n'est pas au top de ce qu'on a l'habitude d'être. Et je pense que c'est vraiment le thème de ce live. C'est pas normal d'avoir mal ou c'est pas normal de se sentir très mal dans sa tête à ce moment-là. Avoir des variations, c'est normal. On en reparlera, mais je pense que ça fait partie de nos forces. Et il y a même c'est hyper intéressant en sociologie, tu as des tribus chamanes ou d'autres tribus qui l'exploitent en disant, mais en fait, c'est un moment d'hyper-perceptivité des femmes où il se passe des choses et on l'exploite de manière très positive. Il y a des Américaines qui ont fait des livres, voilà, une et tout hyper intéressant sur comment optimiser en fait bah, ses forces au travail en fonction de son cycle parce que ça a un impact certain sur nos humeurs. Donc l'idée c'est pas de gommer tout ça, mais l'idée c'est que quand ça va trop mal, parce que c'est par ce sujet-là qu'on va l'aborder, donc j'ai des vraies douleurs, je fais pas mon sport comme d'habitude, je me sens vraiment moins bien, je me sens moins en confiance, j'ai envie de plaquer mon mari, mes enfants, ma famille. Voilà, et ben ça, c'est pas normal quand ça prend ces proportions-là. Et la ligne rouge, elle est là. C'est-à-dire que avoir des variations au cours du cycle, c'est normal et c'est pas des choses qu'on veut gommer et on peut en faire des forces et c'est important de bien se connaître et de se reconnecter à son corps. Mais quand ça déconne trop, d'un point de vue de douleur ou d'un point de vue psychiatrique, il y a des solutions et on peut faire des choses. Et je pense que c'est ça qui est très important. D'accord. Donc, quand ça déconne trop, comme tu dis, on passe plutôt là sur le TDPM. Ou on Alors, il y reste dans le TDPM. soit finalement, ça déconne trop d'un point de vue douleur. Et donc là, on peut être dans des cas d'adénomiose, d'endométriose, de SOPK, de beaucoup de facteurs en fait, qui sont largement diagnostiqués. Parce qu'on va reparler plus du SOPK, de l'endométriose. L'endométriose, c'est cool parce qu'on commence à en parler. On commence à en parler aussi parce qu'on commence à avoir les outils pour le détecter. Parce qu'un des trucs les plus compliqués d'un point de vue fonctionnement hormonal, c'est cette détection des marqueurs qui vont dire qu'on a un déséquilibre hormonal. Et l'endométriose, on sait qu'il y a des tests salivaires qui sont en cours, qui vont permettre d'identifier des marqueurs et donc de dire très vite si on a de l'endométriose ou pas. Ce qui est chouette parce qu'avant, on mettait en moyenne 7 ans à le diagnostiquer. Donc 7 ans de potentielle souffrance, hein, c'est dans votre tête, madame, etc. Puisque des échographies ou des analyses même un peu plus poussées n'arrivaient pas à l'identifier. Et puis, il y a aussi donc, le SOPK. Donc, SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Ça peut prendre différentes formes, mais on considère aujourd'hui qu'il y a presque plus de femmes qui souffrent de SOPK, d'après les premières estimations, que d'endométriose. Ce serait plus de 10% des femmes et une des premières causes d'infertilité. D'où l'importance de ne pas laisser passer ces douleurs ou ces signes anormaux. Le SOPK, en fait, c'est lié il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, mais il y a un syndrome métabolique. Généralement, on a tendance à plus d'hirsutisme, donc avoir plus de poils, à avoir une résistance un peu à l'insuline. Hein, c'est-à-dire qu'on va tendance à prendre du poids plus rapidement, à avoir tendance à faire plutôt de l'hypertension. Voilà, on est vraiment dans un syndrome où en fait on a trop de testostérone par rapport à nos hormones féminines et ça va engendrer des déséquilibres, des problèmes d'ovulation notamment. Trop de petits follicules, c'est pas des kystes en fait, il est très mal nommé, c'est pas des vrais kystes aux ovaires qui sont révélateurs, il y a des OPK, c'est des kystes aux ovaires. Le SOPK, en fait, on a trop de petits follicules autour des ovaires et en fait,
on n'ovule pas bien parfois. Et c'est une des premières causes d'infertilité. Donc, c'est vraiment à surveiller parce que plus on le prend tôt, plus ça permet de prévenir, ce syndrome métabolique, l'hypertension qui peut évoluer vers un diabète, cette résistance à l'insuline. Et puis surtout, ça permet de préserver sa fertilité aussi, sachant que la plupart des solutions sont d'ordre de l'hygiène de vie aujourd'hui. Et c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que sur tous ces déséquilibres hormonaux, on sait qu'il y en a de plus en plus et c'est multifactoriel. Ça peut venir de la génétique, ça peut venir de l'environnement, de l'épigénétique, ça veut dire qu'est-ce que je mange, quel est mon style de vie. Mais c'est un système qui est très malléable. Et ça, c'est la bonne nouvelle dans les hormones. Ça veut dire qu'on peut vraiment agir dessus par l'hygiène de vie. Et donc, on voit des cas très, très réversibles et même des diabètes de type 2, qui sont finalement un dérèglement de l'insuline qui est une hormone. On arrive à avoir des réversions de cas de diabète de type 2 en adoptant son hygiène de vie. Donc, moi, mon message, c'est prenez le temps de comprendre, d'aller diagnostiquer. Je rappelle qu'il y a des endocrinologues qui sont des personnes qui sont spécialisées dans l'étude des symptômes des déséquilibres hormonaux, qui vont profondément investiguer la génétique et votre maman, ça se passait comment, et votre grand-mère, et votre sœur, et machin, qui vont profondément investiguer l'hygiène de vie, la liste des menus, etc. Parce que finalement, les dosages hormonaux sont pas très révélateurs dans la plupart des cas, parce qu'il y a une sensibilité hormonale qui rentre en jeu. Donc, on peut avoir deux femmes avec exactement le même taux d'hormones et qui n'ont pas du tout la même symptomatologie. Donc, c'est vraiment important d'aller creuser quand on sent qu'il y a un truc qui déconne et quand on sent qu'on a trop de douleur ou qu'on a quelque chose qui n'est pas normal. Des cycles trop irréguliers, des cycles trop longs, trop douloureux ou trop de variations d'humeur dans des proportions qui nous évincent un peu de la vie sociale par moment, c'est pas normal. D'accord. Alors, on va essayer de repositionner les acronymes parce que je vois beaucoup de questions. Mais c'est quoi les acronymes? Alors, la dysphorie, c'est l'inverse de l'euphorie. Voilà. L'euphorie, c'est la joie, c'est la gaieté. Et la dysphorie, c'est quand on est déprimé, qu'on est mécontente, que ça va pas. Voilà. Pour faire simple, voilà. Donc, c'est le syndrome prémenstruel avec ce côté... Ouais. Ah, j'ai un petit... Voilà. Donc, ça, et ça, du coup, eh ben, l'acronyme, c'est le, pardon, c'est le TDPM. Trouble dysphorique prémenstruel. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Je disais, on a vu, par exemple, il y a un livre hyper intéressant qui reprend des grandes figures féminines, parce que c'est souvent quelque chose aussi qui crée de créativité, en fait, le fait de se sentir pas bien avec des émotions ultra exacerbées. Donc, des émotions ultra exacerbées, ça peut être dans les deux sens, mais à un moment précis du cycle qui se répète. Et ça peut être vraiment, voilà, se mettre à pleurer, puis arriver à s'arrêter de pleurer devant un film, et puis tout d'un coup on peut aussi être hyper joyeux dans le trouble dysphorique. Il peut aussi y avoir parfois des moments un peu d'explosion de caractère de joie, mais généralement, c'est vraiment, voilà, c'est plutôt du down. Et on s'est rendu compte, tu vois, des grands écrivains comme Virginia Woolf, et tu sais, il y a plein de personnages hyper Oui, créatifs. Marilyn Monroe aussi, je crois. Comment? Marilyn Monroe aussi est citée dans ce livre. Oh, Marilyn Monroe, et alors c'est amusant, ils ont repris en fait les journaux intimes ou les cahiers d'écriture et ils ont arrivé à lier que ça se répétait, ces phases-là un peu dépressives pouvaient se répéter au moment du cycle. Donc donc ils arrivaient à suivre avec les écrits et les témoignages en fait de ça. Donc ce que je veux dire c'est que ça ne change pas le caractère, parce que j'ai vu passer là-dessus en disant est-ce que ça change le caractère? Non, on a notre caractère en propre et généralement c'est celui qui revient les trois quarts du temps. On peut être impacté là-dedans. Ce qui est important, c'est quand ça prend pas le pas sur une trop grande nostalgie ou tristesse, c'est là où il faut s'inquiéter. Quand le caractère change de manière trop brutale, avec une émotivité exacerbée, parce que le côté moins fun de ça, un peu comme le postpartum, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ça peut carrément mener à des comportements un peu suicidaires. Donc c'est pour ça que, alors attention, ça concerne, on estime que 4 à 5% des femmes. Hein. C'est pas du tout comme le SPM, c'est beaucoup plus limité. Mais si on n'en a pas connaissance, c'est toujours la même chose. On peut se sentir complètement folle, alors qu'en fait, il y a des solutions qu'on commence à identifier d'où ça vient. Parce qu'à l'origine, tous ces troubles-là, la fameuse hystérie quand même, féminine, ça vient de utérus, hein, hystérie. Hystéron, utérus, oui.
il y avait un espèce de grand amalgame, ouais, de toute façon, les femmes, elles sont un peu perchées, non, 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 c'est l'utérus. Mais ça, c'est pas bon du tout, parce qu'en fait, on n'a pas du tout été décrypter les phénomènes et on a encore une méconnaissance du corps féminin qui est hallucinante. Je viens de voir aujourd'hui qu'on venait de se rendre compte qu'il y avait plus de 10 000 nerfs dans le clitoris. On a les premiers dessins qui sont apparus dans les livrets scolaires. Ça fait un bout de temps qu'on parle de cette zone ultra énervée qu'est le clitoris, parce que moi, quand j'ai fait les monologues du vagin, Ouais, c'était vraiment là-dessus, et on disait, voilà, c'est le seul organe du corps ouais, humain. Même les hommes n'ont pas un organe qui soit pareil, qui n'est dédié qu'au plaisir. ouais. Et Je puis, pense qu'on fera un live avec une ah, sexologue, sans doute, un de ces jours. C'est vraiment, le on clitoris, c'est juste a un organe pour le plaisir. Et puis on a abandonné le côté, on s'est rendu compte que le fameux point G aussi, c'était que le prolongement du clitoris, qui était encore pas forcément très connu, tu vois, il y a peu de temps. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui est fou, parce qu'en regardant La santé de la femme, c'est d'ailleurs un livre que vraiment je vous conseille, parce que j'ai vu qu'il y avait des fans de livres qui s'appelle La santé de la femme d'Alison McGregor. Les études sur la physiologie féminine étaient ridiculement faibles par rapport à la physiologie masculine. On est parti du principe en santé qu'un homme et une femme, c'était pareil au poids près. Et on a évincé toute la partie hormonale. Or, la partie hormonale impacte non seulement ce dont on a parlé, le confort physique, etc., mais aussi la réceptivité à la douleur. Ça veut dire qu'il y a des récepteurs en commun entre les œstrogènes et la douleur. Ça impacte aussi, ça impacte la métabolisation. On ne métabolise pas de la même manière, même un doliprane selon le moment de notre cycle. Et en fait, tout ça, ça a été évincé pour se mettre sur un poids. Et aujourd'hui, heureusement, il y a la Femtech et beaucoup de personnes qui se réveillent de ce côté-là, parce qu'il faut savoir qu'aussi dans les études, les trois quarts des études étaient faites à part avec plus des deux tiers des testeurs qui étaient des hommes, parce qu'on avait trop peur de toucher à la femme en âge de procréer et qu'il arrive quelque chose, c'était pour les protéger, hein, pour pas que si elle tombe enceinte, il puisse y avoir un effet de la molécule sur l'enfant, etc. Mais ça donne des choses complètement absurdes parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des médicaments génériques, par exemple anti-cholestérol, qui augmentent de 70% les risques de diabète chez la femme ménopausée. On se retrouve avec vraiment des absurdités d'un point de vue santé. Et donc, tout ça est en train d'être revu à l'aune des hormones. Mais ces études-là vont coûter beaucoup plus cher. Mais il y a les grandes instances qui disent il va falloir faire des études avec au moins un tiers de femmes. Attention, c'est le début. Et dans les un tiers de femmes, le problème, c'est qu'au lieu de les tester une fois dans le mois comme les hommes, on va les tester 6 fois dans le mois. Et ça, c'est lié au fonctionnement hormonal. Parce qu'il va falloir tester à chaque phase un peu particulière de notre cycle comment est métabolisée la molécule et comment ça agit. Et ça, j'insiste là-dessus parce que au-delà de ce dont on va parler, SPM, enfin des choses, on va dire, pas de l'ordre de la pathologie, mais plus de l'ordre du confort, il y a quand même beaucoup de signaux, par exemple, d'alerte autour des AVC, autour des problèmes cardiovasculaires, qui étaient évalués à l'aune de critères masculins et donc pas du tout de critères féminins. Et on est en train de communiquer, il y a beaucoup de femmes exceptionnelles qui communiquent là-dessus, parce que ça donnait des taux de mortalité pour les mêmes pathologies 10 fois plus élevés chez les femmes, parce qu'elles n'étaient pas prises en compte avec les bons critères. On confondait des crises de panique avec des infarctus ou des AVC. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en compte, c'est qu'en fait, on a vraiment voulu gommer ce côté hormonal, et ce côté hormonal est hyper présent, fait partie de nous, de notre physiologie, et donc va tout impacter de notre confort mental, physique à la métabolisation des médicaments. Donc c'est important de bien se connaître et de reprendre conscience de ça. Alors, à partir de quel âge les femmes commencent à avoir ces cycles hormonaux qui viennent perturber et qui peuvent venir apporter des douleurs, un inconfort et des troubles moraux finalement, plus que mentaux? Écoute, ça, chaque femme a un peu son même chemin. C'est vrai que nous, c'est un des gros points aussi chez Millet, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des phases de vie, parce que il y a l'impact du stress et du style de vie qui est énorme. On va dire, si tu veux, les grandes phases, tu as vraiment la puberté, qui est la phase d'entrée, comme pour les hommes. Je pense que c'est Mhm. le moment où les hommes ressentent le plus ces perturbations hormonales aussi. Ça, c'est vraiment la phase d'entrée dans les cycles hormonaux. Donc, généralement, tu as quand même 2 3 ans avant de réguler, tu vois, quand tu rentres au moment de la puberté. Après, souvent, la grosse phase de perturbation, c'est la grossesse. Quand on tombe enceinte, la grossesse et le postpartum, où il y a des variations quand même assez brutales d'hormones. D'ailleurs, on retrouve souvent en postpartum des phénomènes communs avec la ménopause ou la périménopause. Et puis après, il y a effectivement cette entrée dans la périménopause. Et ça, c'est un phénomène qui est
pas du tout connu chez les femmes. Donc là, on évince toutes les femmes qui ont des problèmes hormonaux en cours de cycle, hein. C'est l'endométriose, la dénomiose, le SOPK, l'aménorrhée, toutes ces choses-là. Mais la périménopause, ça commence en général 7 à 15 ans avant la ménopause. Donc la ménopause, c'est 12 mois sans règles. J'ai vraiment plus de cycle depuis un an. Et donc, c'est cette période. Donc souvent, ça commence vers 35-40 ans en fait. Mais les Et femmes sont peu au courant de ça. pourquoi on nous en parle pas? Parce que c'est tabou. Parce que la Pourquoi ménopause, faut-il tordre le bras de son gynéco ou de sa gynéco pour avoir cette fameuse prise de sang qui va nous dire oui, vous êtes en période de périménopause. Pourquoi, à ce point, on n'a pas le droit d'avoir les informations qui nous concernent? je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà eu une très mauvaise publicité autour de la périménopause, ce qui fait que nous, on a interrogé beaucoup de femmes avant de se lancer dans le projet. Et ce qui était assez étonnant, c'est que tu en avais aucune qui se reconnaissait en périménopause, mais aucune. Et moi, je leur disais, mais moi, je m'estime en périménopause, donc j'essayais de tendre la perche. Et en fait, les femmes étaient, oh non, non, moi, c'est loin de moi, hein, tout va très bien, mes cycles sont réguliers. Oui, mais il peut y avoir des symptômes. En fait, c'est souvent à partir de 35 ans, par exemple, que le syndrome prémenstruel peut commencer à s'aggraver par certains aspects. D'accord. Donc les choses peuvent bouger à un moment donné. Et là, on se dit, tiens, c'est peut-être la périménopause qui commence. Quand tout va bien, quand il n'y a pas de SOPK, des choses comme ça, on va dire que tu as la période de puberté où les cycles mettent 2-3 ans à s'installer, qui peuvent être un peu casse-pieds, un peu irréguliers, un peu Mhm. doux. Normalement, tout est censé bien aller dans l'entre-deux jusqu'à 35-40 ans, selon l'âge des femmes. Et après, à partir de 35-40 ans, on peut avoir le syndrome prémenstruel qui revient un petit peu en force, qui s'aggrave un petit peu. Et D'accord. souvent l'entrée dans la périménopause. Et la périménopause, c'est juste la baisse, en fait, et d'ailleurs, ça peut très bien se passer. Enfin, je veux dire, il ne faut pas en avoir peur, il faut juste en être conscient pour savoir ce qui se passe dans le corps. Il y a des femmes pour lesquelles ça passe comme une lettre à la poste, qui n'ont pas l'ombre d'une bouffée de chaleur, qui supportent tout bien. Mais c'est quand même mieux d'être au courant parce qu'il y a une telle variété de symptômes autour de la périménopause. Ça peut aller des fourmillements dans les jambes sans repos, le changement d'odeur, le changement de goût. Il y en a qui ont la langue qui gonfle. Enfin, il y a plein de symptômes. On peut s'inquiéter. Enfin, moi, j'ai halluciné sur la variété des symptômes. Et quand on apprend à les maîtriser, à les connaître, il y a des aliments qu'on peut moins bien supporter. On peut avoir une digestion, enfin des choses un petit peu modifiées. En fait, en fait, on passe d'un état à un autre, exactement comme de la fille prépubère à la fille pubère. Bah, la femme avant la ménopause, elle va passer d'un état à un autre. Mais il ne faut pas confondre ça avec la vieillesse. La vieillesse, c'est un autre phénomène qui est complètement différent. Il y a des femmes qui ont des insuffisances ovariennes prématurées. Il y a plus de 2% des femmes qui sont ménopausées avant 40 ans, dont la très belle Naomi Watts, là, qui vient de lancer sa gamme de parler de ça. Ça n'a pas arrêté sa vie, ça n'a pas signé la fin de sa féminité. Ça a juste engendré des phénomènes où elle-même dit, bah, j'aurais aimé être plus au courant pour pouvoir mieux prendre compte, en fait, dans mon hygiène de vie. Mais il faut être au courant Oui. que ça prend et que en plus ça se corrige très très bien. Et par exemple, il y a des chiffres qui me révoltent, mais tu vois, tu as des femmes ont 20%, 20 fois plus de chances, pardon, de se voir diagnostiquées dépressives en période de périménopause parce que les médecins et autres ne sont pas formés à ça. Tu as énormément de départs anticipés du travail, hein, chez des cadres qui sont en pleine maîtrise de leur capacité, tu vois, vers 45-50 ans parce qu'en général, c'est le moment où on leur demande beaucoup et c'est pas du tout pris en compte sur le lieu de travail. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si tout le monde est au courant, hommes, femmes, entreprises, etc., c'est pas quelque chose de grave, c'est un phénomène de transition qui peut être très bien pris en compte. Et comme on le prend en compte pour les ados, bah, prenons-les en compte pour les femmes en période de périménopause. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et informer une femme avertie en vaut deux, comme on dit, mais vraiment, ça change tout. Le pouvoir de la parole est énorme. Tu vois, quand on avait enquêté sur la périménopause, on disait le profil type de la femme qui vit mal sa périménopause, c'est la femme très active, tu vois, qui voyage tout le temps, qui se voit pas vieillir, qui a pas envie de se voir vieillir et qui en fait est complètement dans le déni de ce phénomène-là. Alors qu'à un moment, c'est aussi un petit peu se poser, se reconnecter à son corps, accepter ce changement. Et celles qui le vivaient mieux, c'était notamment les femmes, tu vois, sur les îles qui étaient entourées par leur grand-mère, leur mère qui disaient, ah, mais attends, mais ma fille, ça c'est la ménopause avec le transgénérationnel et le pouvoir de la parole qui vivaient beaucoup mieux ces symptômes. Donc c'est quand même très typique que cette transmission d'informations permet vraiment d'alléger les symptômes et de les adoucir, quoi. Mhm. Alors, je vois des questions sur la ménopause. Ça revient sous différentes formes. Est-ce que c'est un moment où on vieillit précocement? Ah, Alors, ça peut. Ça peut. Il peut y avoir différents mots. En fait, chacune sa ménopause, hein.
Ouais. Voilà. Euh, une chose qui est certaine, et ça on en a parlé dans un autre live avec Karine qui est diététicienne, c'est que passé un certain âge, et surtout au moment de la ménopause, bah, il faut rechecker son alimentation. Mm. Et comme Caroline le disait tout à l'heure, il y a des aliments qu'il va falloir euh, trouver, définir et se dire, bah, celui-là, il a Et un je mauvais impact sur moi. C'est vrai qu'il y a ça, mais il y a un facteur clé. Donc, on a vu, alors, bon, il y a quand même beaucoup de génétique hein, dans le vieillissement aussi. C'est vrai que l'âge hormonal qui peut être très différent de notre âge physique, qui fait partie de ce fameux âge. Il y a beaucoup d'enquêtes maintenant dans l'épigénétique qui vont dire un peu quel est votre âge par rapport à votre âge biologique. Et souvent, ce qui rentre le plus en compte, c'est le fameux âge hormonal. Euh, Ce qui est important de se dire, c'est que l'acceptation, ça je pense que c'est un message, est hyper clé. De juste pas être dans le déni, de comprendre ce qui se passe dans ce corps et comment on peut réagir et quel message il nous envoie, c'est souvent hyper clé. Il y a des femmes qui sont hyper libérées au moment de la ménopause, par exemple d'un point de vue sexualité. Il y a des femmes qui vraiment réveillent leur sexualité à la ménopause et en fait, par résultat, ont un espèce de peps d'énergie de dingue où ça les fait presque rajeunir parce qu'en fait, il y a une bonne acceptation par rapport à ça et peut-être que le poids de se dire, tiens, je peux avoir des enfants, je peux tomber enceinte était trop lourd aussi pour ces femmes-là. Donc en fait, la manière dont les femmes vont rentrer et accepter cette ménopause va beaucoup jouer sur leur manière de vieillir. Parce qu'on s'en rend compte aussi, c'est de dire, est-ce que j'ai envie de rester une femme active? Et oui, alors, bien sûr, il y a des phénomènes métaboliques. C'est-à-dire qu'une fois la ménopause passée, donc là, généralement, l'âge moyen, c'est 52 ans, entre 52 et 55, bah, il y a avec la baisse des oestrogènes, on va avoir tendance à prendre un peu plus de poids autour du ventre, à être un peu plus ballonné, à prendre du ventre. Pourquoi? Parce que justement, c'est pour continuer à produire des oestrogènes notamment et avoir un petit peu de gras autour du ventre pour continuer à entretenir le reste aussi. Il va falloir surveiller des choses comme le vieillissement des os, l'ostéoporose, qu'on sait que les oestrogènes ont un rôle protecteur dessus. Il va falloir adapter un peu l'hygiène de vie. Il y a des femmes qui supportent moins bien l'alcool et on peut avoir plus de sécheresse aussi au niveau de la peau. Ok, et des cheveux. Mais en fait, si on prend ça en compte, qu'on adapte notre alimentation, donc soit avec justement des phytoestrogènes, en renforçant des acides gras, en prenant peut-être un peu plus de protéines, on peut très bien garder un profil métabolique très similaire de l'avant-ménopause. C'est pas une chute brutale. Donc bien sûr, il y a le vieillissement en parallèle, mais il y a beaucoup de femmes qui sont en situation de ménopause induite suite à des traitements ou d'insuffisance ovarienne prématurée, qui n'ont pas pris 10 ans dans la tronche d'un coup au moment de la ménopause. Ça, c'est pas vrai. Et on peut très bien réagir. L'important, c'est de comprendre là où ça nous impacte. Il y a des femmes qui vont plutôt tendance à se voir fondre et d'autres plutôt à prendre du poids. Enfin, on a tous des variables métaboliques différentes. Donc, c'est là où, pour moi, c'est très important de commencer à comprendre comment on fonctionne pendant nos cycles un petit peu en amont et commencer à comprendre cette phase pour bien préparer cette phase de transition, comme la puberté. On peut le penser de la même manière. Moi, j'aime bien dire l'adolescence pour la ménopause. C'est plus sympa. Donc, les amis, checker son alimentation, être en vigilance par rapport au débordement d'émotions, aux fluctuations comme ça, de caractère qui ne nous ressemblent pas. Du coup, on mange plus de protéines, on fait un peu plus attention sans doute au sport, aux Les activités acides gras, physiques. elle est super importante. On n'en parle pas assez. Manger du gras, alors surtout en vieillissant. Ça, c'est tout bête, mais les hormones, c'est produit dans le gras. Et ça se nourrit des bons gras, attention, hein. Donc on parle de l'huile de colza, l'huile d'olive et puis aussi les bons gras issus des poissons. Donc on va prendre les moins pollués, hein, plutôt le maquereau, les trucs, les petits poissons. C'est hyper important parce qu'en fait, on peut continuer à produire via l'alimentation, on peut continuer à stimuler la production des oestrogènes. On a tendance à être assez binaire, à dire il n'y a plus d'oestrogènes, il n'y a plus rien en stock, mais c'est pas vrai. L'organisme, il peut continuer à en produire. On a beaucoup moins qu'avant, on est passé à un autre état. Mais on en a quand même, et ça peut être, je tiens à être super précise, ça peut être une phase, mais d'une grande stabilité. On a des femmes qui disent, ah, mais je revis en ménopause, parce que tout d'un coup, il y a des femmes qui pouvaient avoir justement des troubles dysphoriques prémenstruels ou autres, disent, bah, en fait, j'ai une stabilité d'humeur de dingue, je me reconnecte, je redécouvre ma vie sexuelle. Alors parfois, on a un peu aidé, voilà, pareil, les acides gras pour lubrifier les muqueuses, bah, c'est hyper important.
important. Et il y a des femmes qui se redécouvrent là-dedans, mais je trouve que c'est le moment aussi d'être un tout petit peu plus égoïste, de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à son corps, de se remettre au sport. Généralement, on a plus de temps aussi dans ces phases-là, on a des enfants plus grands. Donc, il faut voir le côté positif. Il faut un petit peu réinventer sa vie. Donc, après, tout dépend de la manière dont on l'aborde. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que vraiment, on a eu trop tendance à confondre ménopause et vieillesse ou se dire, bah, tiens, l'arrêt de la fertilité, ça signe l'arrêt de vie d'une femme. Mais pas du tout, quoi. On n'est pas du tout là-dedans. Et d'ailleurs, on ne serait pas ménopausé, la nature le ferait pas si ça servait pas à quelque chose. Donc, il y a vraiment, je pense que c'est un moment, il faut vraiment, voilà, réinventer ses objectifs de vie aussi, et que ça compte énormément dans la transition. Et puis le stress aussi, le stress qui va renforcer tous les comportements délétères, tout ce qui est désagréable, toutes les douleurs, toutes les sautes d'humeur, elles vont vraiment, vraiment être renforcées avec le stress. Euh, Il y avait quelqu'un et qui en parle très important. l'impact, l'impact sur l'esthétique. Alors, les grandes variations, donc on parle de la ménopause ou du cycle, parce que même le cycle, hein, ça a des impacts souvent. Au cours du cycle, très souvent, on parle de cette fameuse phase, la lutéale, juste avant les règles. Il peut y avoir pas mal de choses qui se passent. Il y a des femmes qui me disent, mais j'ai des ventres de femmes enceintes. On peut être très gonflé, très congestionné. De la rétention d'eau, des douleurs. On peut parler, c'est pareil en préménopause ou avant le cycle. On va retrouver. Ça va? On a des messages très gentils. Euh, donc en gros, il peut y avoir ces douleurs de congestion avec l'inflammation, t'inquiète pas, avec l'inflammation qui va se passer pendant le cycle, en fait, ces variations hormonales peuvent quand même engendrer une inflammation et résultat, on peut se retrouver avec voilà, le ventre plus lourd, gonflé, étendu, les seins plus lourds, étendus. Les imperfections hormonales, ça on n'en parle pas beaucoup aussi de l'acné adulte, mais il y a beaucoup de femmes en périménopause ou avant les cycles qui se retrouvent avec la fameuse petite acné kystique là, qui peut revenir autour de la mâchoire. Là, souvent c'est plus la zone T. L'adolescence, on est là, tac. Et quand on prend un peu d'âge, ça va plutôt être la zone kystique autour de la mâchoire, un petit peu, tu vois, le front, le haut du dos, décolleté. Et puis spécifique de la ménopause, bah, il y a finalement la peau plus sèche. Donc ça, faut faire Ah attention oui, oui. à la peau. De toute façon, ça c'est le vieillissement aussi. Enfin, il y a deux phénomènes concomitants. Le derme va perdre en collagène, va perdre en élasticité, et les oestrogènes qui contribuaient beaucoup aussi à rendre le derme plus élastique. Enfin, il y a tout ça. Donc forcément, la peau va être plus sèche. Mais bon, ça se soigne très bien de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a une variation des pH, ça c'est important de l'avoir en compte. Donc ça c'est pareil juste avant les règles ou en période de périménopause de manière plus marquée, plus progressive. En fait, le pH du microbiote intestinal, du cuir chevelu et de la peau et de la flore intime vont changer. Ils vont progresser. On va spécifier ce que c'est que le pH. Le pH, pardon, c'est l'acidité d'une zone. Par exemple, la flore intime, on est toujours entre 3,8 et 4,5 de pH. C'est un pH acide pour protéger des bactéries, enfin protéger des infections. Le pH de la peau, on est sur un pH un peu plus élevé. Le pH du cuir chevelu, en fait, chaque zone a une acidité particulière. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que quand le pH va être un petit peu moins acide, et parfois il va être plus susceptible justement de développer des bactéries, par exemple sur la peau, comme le P. acnes qui est responsable de l'acné. On va être plus susceptible d'avoir des syndromes un peu génito-urinaires, notamment plus de petites infections comme des mycoses avec la baisse du pH. Donc c'est un moment, il va falloir tendance à avoir renforcé ce pH, que ce soit la peau, les cheveux, la zone intime, pensez au pré, au post-biotiques qui sont très intéressants là-dessus. C'est vraiment un moment où il faut se poser la question. Et puis, ça engendre en fait aussi souvent des petits problèmes de microcirculation. Donc, la peau peut être un peu plus rouge, on va avoir des petits problèmes de microcirculation cutanée. La perte des cheveux d'origine hormonale, c'est aussi la microcirculation qui se fait moins bien au niveau du cuir chevelu. Donc, il va falloir aussi la renforcer de manière mécanique, prendre l'habitude de masser son cuir chevelu. Et pareil, dans la zone intime, renforcer peut-être avec la baisse d'hydratation, de lubrification naturelle. Et ça, peut-être renforcer aussi avec des gels
Maintenir une vie sexuelle, c'est hyper important. Il n'y a pas mieux pour la trophicité du vagin. Je maintiens là-dessus, hein. C'est vraiment important parce que enfin vraiment, d'ailleurs, je crois que les deux seules choses, les deux vrais facteurs identifiés factuellement pour repousser l'âge de la ménopause, c'est avoir une vie sexuelle assez épanouie. Et le truc qui peut l'avancer, par contre, c'est fumer, par exemple. Mais c'est que ces deux facteurs qu'on a identifiés. Ah, et Mais l'alcool n'a pas d'impact. pas vraiment. Ils n'ont pas réussi à identifier. Il y avait vraiment que le fait de fumer beaucoup qui pouvait avancer 2 ans l'âge de la ménopause par rapport à notre programmation, enfin notre stock d'ovocytes. Et le fait d'avoir une vie sexuelle, plus on a une vie sexuelle active, plus on peut repousser l'âge de la ménopause. Ce qui est assez logique, hein, là où le corps va mettre ses efforts, c'est assez logique. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il faut essayer de comprendre un petit peu, voilà, comment fonctionne. Bah tiens, typiquement, il y a beaucoup de femmes qui supportent plus certains types d'alcool au moment de la périménopause, au moment de la ménopause. Et donc, ils vont passer à d'autres types ou boire moins parce qu'elles le supportent moins bien. Et ça, c'est typiquement aussi la variation du pH au niveau intestinal, au niveau de tout ça, qui peut engendrer ça. Donc, il faut rééquilibrer son alimentation, ça c'est évident. L'exercice physique, ça va être super important pour deux choses, parce qu'avec l'âge, de toute façon, on a tendance à perdre en masse musculaire. D'où le fait aussi de rétablir des protéines dans l'assiette, même si c'est des protéines végétales, hein, des légumineuses et tout ça, parce que ça va permettre d'entretenir la masse musculaire, les os aussi, parce qu'on sait que les oestrogènes avaient un côté protecteur sur les os. En plus, on va être plus sensible aussi au risque cardiovasculaire. Donc, c'est vraiment le moment de se dire, bon, là, je signe, je prépare ma périménopause et je me prépare mon petit capital santé pour après. C'est pas que la ménopause qui est en compte. La ménopause va exacerber ces symptômes, mais c'est vraiment notre capital santé pour l'après-ménopause. Donc, l'exercice physique, ça permet de renforcer les os. Les microchocs sur les os, ça entretient beaucoup la structure osseuse. Et puis, la gestion du stress. Ne le vivez pas comme un drame. Ça, je pense que Adeline, toi, tu es parfaitement au courant de ça. Mais vraiment, on parlait d'acceptation, mais la gestion du stress, d'accepter, d'accueillir les émotions, d'arriver à les gérer, d'arriver à, voilà, à savoir où on en est, c'est hyper essentiel parce que le stress, c'est le perturbateur endocrinien numéro un et même à travers tous les cycles. Le stress, donc c'est du cortisol qui est une hormone. Quand on a trop de stress, je sais qu'il y avait une femme qui avait parlé des glandes surrénales un petit peu épuisées. Le cortisol est produit par les glandes surrénales, mais quand on a du stress chronique, et donc le corps doit toujours maintenir un niveau de cortisol, parce qu'on meurt sans cortisol, et ben en fait, on est obligé d'aller dégrader la progestérone en cortisol. Donc on va encore accentuer les déséquilibres hormonaux. Donc c'est hyper important de maîtriser la gestion du stress, que forcément, si on est en stressé chronique, on est en déséquilibre hormonal. Et tous les phénomènes d'hypothyroïdie qu'on n'a pas abordés, l'hypothyroïdie, etc., c'est très très lié aussi à des stress chroniques. Ces maladies qui peuvent être auto-immunes notamment. Donc, On est sur la périménopause. Je vois beaucoup de questions passer là-dessus. Est-ce que, enfin, moi j'encourage mes clientes, j'encourage les femmes qui viennent me parler de ménopause à aller un peu tordre le bras finalement de leur gynéco en disant bah, je mm, veux vraiment une prise de sang pour savoir où j'en suis. mm. C'est hyper important. Et c'est ce que disait d'ailleurs enfin, dans le livre La santé de la femme, même à tous les niveaux. Ça veut dire aussi savoir différencier. Il y a la prise de sang, savoir gérer son stress. Il y a beaucoup de femmes qui savent pas qu'elles sont en périménopause parce qu'elles sont sous contraceptif hormonal. Ça, on en parle trop peu. Donc, sous contraceptif hormonal, on peut pas vraiment doser ses hormones. En fait, faut attendre de... Il y a des femmes qui se rendent compte qu'elles sont ménopausées quand elles enlèvent un stérilet hormonal ou qu'elles arrêtent la pilule aussi. Il y a des fausses règles qui sont déclenchées. Donc, je pense qu'il y a un moment, il faut vraiment être à l'écoute de ces signaux et effectivement aller creuser, à savoir où on en est. Et puis accessoirement, très important de différencier ce qui peut être un problème psychique, on disait une crise de panique, d'anxiété, etc., de ce qui peut être un problème beaucoup plus grave, hein, qui peut être un symptôme d'autre chose, de sous-jacent. Donc oui, tu as complètement raison, il faut aller se renseigner, il faut aller comprendre son fonctionnement hormonal, il faut commencer à adapter son alimentation, son exercice physique et un peu se reconnecter à soi pour préparer cette autre phase de vie, hein, parce que j'appelle la ménopause, on va passer un tiers de notre vie en ménopause hein, quasiment, donc c'est pas une petite phase de vie, hein, une grande étape de vie. Alors, on voit que parmi tous ces mots, il y en a quand même certains que l'on peut traiter. Ouais.
On peut traiter, alors il y a aussi des traitements hormonaux substitutifs. Moi, j'insiste là-dessus, on n'est pas du tout là-dessus. On trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup d'alternatives naturelles, mais par exemple, des femmes qui ont des insuffisances ovariennes prématurées, donc ça veut dire qu'on ont des ménopauses, qui ont des syndromes de ménopause et qui sont ménopausées avant 40 ans, par exemple. Là, c'est vraiment la balance bénéfice-risque. Il vaut vraiment mieux prendre un traitement hormonal parce que sinon, on va avoir un capital osseux, même cardiovasculaire et tout, qui peut être très dégradé trop tôt, quoi, trop jeune. Donc, dans ces cas-là, c'est important de prendre des hormones. Il y a des traitements en France qui sont vraiment pas mal avec des hormones biomimétiques qui se posent de façon topique à base d'œstrogènes qui permettent d'entretenir notamment une bonne qualité de peau, de préserver la peau. Et puis après, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de remèdes qui ont fait leur preuve en micronutrition, phytothérapie, puisque finalement les femmes l'utilisent aussi depuis des années et c'est bien connu dans beaucoup de populations qui permettent vraiment d'adoucir ça. Travailler sur le foie est très important. On parlait de l'alcool, etc. Travailler sur la détoxification des hormones, soulager le foie avec les toxines est vraiment très important. Et Donc, puis, la détox, on a fait un live aussi avec un naturopathe, avec Loïc, qui nous a expliqué comment faire une détox pour pas cher, aller acheter des herbes, se faire des décoctions. des radis noirs, des herbes, des choses comme ça. Mais je veux dire, au-delà de ça, il y a l'alimentation au quotidien. C'est-à-dire, il y a même au-delà des tisanes, etc., il y a vraiment ce côté d'aller, de comprendre que oui, si on supporte un peu moins bien l'alcool, c'est peut-être que notre foie est un peu engorgé. Le stress, ça rajoute des toxines au foie. Voilà, comment on peut faire pour au quotidien mettre en place des routines. Ça change souvent beaucoup de choses au niveau des bouffées de chaleur. Alors, tu vois, on en parle pas beaucoup. On dit souvent le foie surchargé, les réveils nocturnes, les sueurs nocturnes, notamment entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est très révélateur d'un foie surchargé. Donc travailler sur cet axe-là, ça peut donner des résultats assez intéressants. Ce que je trouve intéressant, c'est d'aller chercher la cause racine, quoi. Nous, comment on fonctionne? Voilà, il y a des femmes, ça va être des bouffées de chaleur parfois insupportables. Enfin, moi, j'ai des témoignages de femmes qui devaient se changer des pieds à la tête en arrivant au bureau. C'était pas j'ai une goutte, j'ai une petite bouffée, quoi. C'était très handicapant. Et puis il y en a d'autres, ça va plutôt être voilà, une irritabilité, de ne pas se reconnaître, quelque chose de beaucoup plus psychiatrique, on va dire, que de niveau confort physique. Donc c'est juste important de se renseigner et en fait des solutions. La parole commence à se libérer sur le sujet. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui s'expliquent autour de ça. Il faut en parler avec son conjoint. Il y avait quand même, on a vu une étude hallucinante de la Fondation des femmes. Il y avait plus de 70% des femmes qui n'en parlaient pas à leur conjoint. Et parce qu'on nous a toujours élevés, en tous les cas, enfin, j'ai toujours entendu, quand tu auras tes règles, tu auras mal. Et Ouais. moi, je suis en train d'élever ma fille qui a 11 ans en lui disant, le jour où tu auras tes règles, tu n'auras pas forcément mal parce qu'on trouvera une solution. Et Ouais. parce que si tu as mal, ça viendra dire qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel. Mm. Alors, je vois une question passer et je la trouve touchante, en fait, cette question. C'est Cathy qui nous la pose. Pour ma vie sexuelle, je suis veuve depuis 2 ans. Est-ce que les sextoys peuvent m'aider? Donc, finalement, dans la sexualité, ce qui va être bien, c'est d'avoir le rapport amoureux ou alors d'avoir un orgasme. En fait, complètement raison, on le dit pas assez, c'est l'excitation sexuelle. Des femmes peuvent avoir des orgasmes sans même avoir de sextoy, sans même, voilà, en fait, le fait quand il y a de l'excitation sexuelle, la muqueuse va travailler, il va y avoir une Donc, il lubrification. va se lubrifier Ouais. avec l'excitation. Et donc finalement, on Bah peut oui. on peut aussi procéder manuellement ou alors avec des sextoys. Exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, hein, c'est très lié dans la tête et tout, mais on s'est prouvé que uniquement les tissus qui gonflent, et que ça va aider à maintenir la fameuse trophicité du vagin. Et effectivement, les sextoys ou autres peuvent aider. Mais on sait très bien qu'en tant que femme, voilà, on peut avoir des orgasmes sans même se toucher, quoi. Enfin, en fait, c'est ça qui est assez magique, avec juste des contractions là, Euh, naturelles. oui. Mais une fois de plus, c'est des choses qu'on nous apprend pas et qu'on nous apprend peu. C'est des choses que l'on Non. va découvrir. Donc, je trouve que quand on est une femme et qu'on traverse cette période de la périménopause, ça nous rappelle aussi un petit peu la période de l'adolescence, la prépuberté, quand on a commencé à avoir ces changements hormonaux, et de vivre la périménopause et de se tourner vers nos enfants filles ou vers les jeunes filles qui nous entourent pour leur dire, tu vois,
On nous a toujours dit, tu accoucheras dans la douleur, tu seras désagréable pendant une semaine par mois, et puis la semaine d'après, ben, tu auras mal. Donc, en fait, tu seras fréquentable que 15 jours par mois. C'est quand même des choses qui sont très, très ancrées. Ouais. Très, très ancrées. Donc, je trouve ça bien de pouvoir déminer le terrain, parler de tous ces acronymes qu'on entend de plus en plus souvent et dont Mm. finalement on ne sait pas grand-chose. Donc, merci Caroline d'avoir pu les évoquer. Euh, quelles sont les autres possibilités de traitement? Alors, on a vu qu'il y a le sport, parce qu'en plus, le sport va vous booster toutes les hormones du bonheur. Ouais, alors surtout, c'est vrai que pour le TDPM, on n'a pas parlé des troubles psychiatriques, on a beaucoup identifié que, donc, mais même en ayant un SPM très axé sur la tristesse, la perte de confiance en soi, etc., souvent il y a des déficits en sérotonine. Sérotonine, c'est une petite hormone du bonheur, c'est un neurotransmetteur. Et là, il y a vraiment des choses très identifiées maintenant. Par exemple, la prise de magnésium, de vitamine B6, des substances comme le safran, qui sont en fait qui vont aider en tout cas ces capteurs de sérotonine à bien fonctionner. C'est magique. On parle de substances naturelles desquelles 80% des femmes sont carencées. Donc il y a vraiment des choses à faire là-dessus. Et effectivement, le sport est un grand booster d'adrénaline, de sérotonine notamment, de dopamine. Donc ça, c'est les hormones de la motivation et du plaisir. Et donc, encore une fois, c'est assez logique, mais entretenir le plaisir, on parlait de plaisir sexuel, de plaisir de sport, le petit shoot que ça peut faire, tout ça, c'est des choses toutes bêtes à faire, mais à réintégrer dans sa vie et qui ont forcément un rôle positif sur le côté hormonal. D'ailleurs, même la vie sexuelle, etc., préserve de SPM trop marqué. Il y a beaucoup de femmes qui sont plus soulagées au moment de leur syndrome prémenstruel en ayant une vie sexuelle plus active que d'autres. Donc, c'est hyper important de comprendre son corps en tant que femme et voilà, de booster aussi. On peut vraiment reprendre la main sur nos hormones, c'est très important via la gestion du stress, l'exercice physique, l'alimentation et la vie sexuelle, qui sont pour moi très... Donc, la vie sexuelle, quand on est dans ces périodes-là, parfois on a plutôt tendance à se renfermer sur soi-même, à se trouver grosse, à se trouver moche, à se trouver Mm. desséchée, à se trouver vieille, à se trouver intéressante. On avance vers la vie, on avance vers son compagnon ou sa compagne, tout simplement, quelle que soit la personne qui partage nos vies. Et on se relie à la vie aussi à travers les rapports amoureux. On arrive vers la fin, Caroline. Je vois une question sur l'hystérectomie, Oui. ménopause. Est-ce que tu as envie de répondre à cela? Oui, c'est quoi la question? Un mot sur l'hystérectomie et la ménopause. Alors, bah, l'hystérectomie, c'est de toute façon, donc, c'est l'ablation de l'utérus. Donc, ça arrive par exemple quand on a des fibromes. Il y a beaucoup de femmes qui, justement, ont une situation de dominance œstrogénique, ont trop d'œstrogène dans le corps. Donc, ça a tendance à créer des fibromes qui prennent trop de place et donc on peut arriver à retirer l'utérus suite à un fibrome. Ce qui est très important, donc effectivement, bah, quand on retire l'utérus, bah, fatalement, on est ménopausé, hein, on va dire chirurgicalement. Les médecins n'ont pas tendance à prévenir de tout ce que ça peut engendrer, notamment bah, le fait bah, c'est tout con, mais l'utérus c'est au centre de notre organisme, donc il peut y avoir aussi des problèmes parfois de descente d'organes qui bougent, donc ça c'est aussi important d'être très à l'écoute de voir ce qui se passe. Ben oui, puisqu'on modifie du coup l'équilibre Ouais. physiologique. Et vraiment au centre de la gravité du ventre. Donc, ça peut avoir un impact, surtout quand il y a des fibromes qui parfois font la taille d'une orange. Et il y a beaucoup de femmes qui ont des déplacements d'organes suite à des hystérectomies. Donc, ça, c'est à surveiller parce que souvent les médecins n'en parlent pas. Ça engendre aussi parfois une sécheresse intime assez brutale du jour au lendemain, effectivement. Donc, c'est important, encore une fois, c'est pas anodin comme opération, c'est pas grave. C'est un acte chirurgical qui est très maîtrisé. Mais c'est important d'être prévenu en amont et de savoir comment on va réagir. Est-ce que je prends un traitement substitutif après ou pas? Est-ce que j'applique un gel? Est-ce que je me prépare? Est-ce que j'ai un gel intime? Est-ce que voilà, c'est des petites choses de confort de vie qui peuvent absolument tout changer à cette phase-là, qui peut être mal vécue parce que c'est une ménopause induite de manière très brutale en fait. Et puis surtout, si je peux me permettre, surtout, prenez un autre avis. Ouais. Prenez un second avis. Parce Mm. que moi, on m'a proposé de me retirer l'utérus. Ouais. Et je n'en avais plus besoin, selon le médecin, qui était un homme. Et donc, j'ai cherché d'autres gynécos. Je suis tombée sur une femme qui m'a dit, ben non, pas du tout. Ouais.
Et donc, je pense qu'il y a des gestes médicaux qui sont assez difficiles à vivre pour une femme quand on lui dit bah, on va vous retirer l'utérus, de toute façon, vous n'en Alors, avez pas besoin à votre âge. Donc, n'hésitez pas, comme pour la prise de sang, à aller demander à votre gynéco, il sait exactement ce que c'est, ou elle sait exactement ce que c'est comme prise de sang. Si on vous dit on va vous retirer l'utérus, on va vous ligaturer les trompes, allez voir un autre médecin pour petite avoir un note, contact. Adeline, moi j'ai des gynécos absolument merveilleux, très impliqués pour la femme, qui connaissaient un peu en phytothérapie, qui faisaient des préparations magistrales pour aider les femmes, etc. Il y en a beaucoup. Et j'ai quand même eu un gynéco que je ne citerai pas qui m'a dit, mais en fait, c'est très simple, on va mettre toutes les femmes sous traitement hormonal substitutif à la ménopause. Et comme ça peut engendrer des augmentations des incidences de cancer, on va faire une hystérectomie. Donc, on va retirer l'utérus et la glande mammaire de toutes ces femmes. Et comme ça, elles seront sous traitement hormonal substitutif toute leur vie. Pas de problème. Donc, tu peux avoir des approches extrêmement, alors rationnelles, hein, mais extrêmement violentes. Ça veut dire que pour moi, comme dire, on vous ampute de deux parties très importantes de votre féminité et on vous met une béquille à côté et tout va bien se passer, c'est pas vraiment ma philosophie de vie. Je préfère dire, voilà, un retour à un état d'équilibre. Il y a des opinions très diverses et variées là-dessus, et donc c'est très important d'être en ligne. Il y a beaucoup de gynécos qui aussi ont tendance un petit peu à imposer un traitement hormonal. Dans certains cas, c'est très indiqué, mais prenez le temps du délai de réflexion, prenez le temps de vous renseigner, prenez le temps d'en parler à plusieurs personnes. C'est très important. Bien. Je te remercie beaucoup, Caroline, pour ce live. On arrive à la fin, les amis. Vous avez posé beaucoup de questions. On a essayé d'en traiter au maximum. Ce live sera partagé sur le compte de Caroline, sur le mien. Elle a la main pour pouvoir répondre au maximum de vos questions. Et vous le verrez, elle est très bienveillante. Elle est très aguerrie sur le sujet. Et elle pourra vous conseiller soit des traitements, soit des compléments alimentaires, soit point par point, cas par cas, il y aura forcément, pas forcément la solution idéale, mais il y aura toujours quelque chose à faire pour pouvoir améliorer la situation. Oui, tout à fait. Voilà. Et l'idéal, d'ailleurs, c'est souvent la combinaison. Alors, ça dépend des trucs, mais le médical et le paramédical, généralement, fonctionnent très bien ensemble dans ces phases-là. Exactement. Faites-vous accompagner d'un médecin, d'un thérapeute, Mm. créez-vous l'équipe d'accompagnants qui vous va, dans laquelle vous vous sentez en confiance. Et puis faites-vous confiance. Quand on a mal, c'est pas normal. Soyez proactive. Il n'y a qu'en se bougeant finalement qu'on va avoir des résultats. Donc il y en a qui se bougent plus que d'autres. Hein. C'est-à-dire que Caroline, elle bouge tellement tout le monde et elle a tellement bougé les choses qu'elle elle a fait un vrai travail pour pouvoir nous donner des informations précieuses. Et en tout cas, on répondra et j'ai vu les questions, je mettrai les références des livres, promis, en commentaire. Oui, mets les références des livres, fais une story, tu me tags, je les repartagerai aussi. Je sais que vous êtes avide à chaque fois qu'on fait un live de savoir qu'est-ce qu'il y a comme livre référent. Il n'y en a pas toujours des tonnes. Il faut juste le bon bouquin. Mm. Voilà. Concernant le stress, dimanche soir, je proposerai un atelier sur la cohérence cardiaque pour pouvoir vous apprendre à gérer de façon quasiment immédiate avec un outil concret la respiration et donc le filtre émotionnel. Mille merci Caroline. Tout le monde peut la retrouver sur le site Millet et avoir plein d'informations. Et elle est toujours une mine d'or pour pouvoir vous conseiller avec justesse, empathie, bienveillance. Et c'est déjà beaucoup. Merci Edline en tout cas. Écoute, on a réussi à le faire malgré tout. Merci à toi, merci à vous les amis. Merci d'avoir été aussi présents. Le live sera en replay immédiatement. Merci. Dès qu'on raccroche. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Écoute, je pense qu'on a abordé plein de choses et je répondrai aux questions, je ferai au mieux. Ok, nickel. Mille merci. Bonne soirée.